Ciao bambini! Aujourd'hui, on part à l'assaut de l'Italie. Pourquoi? Parce qu'on répond à l'appel de notre bon roi Pardi. Vous ne savez pas qu'il essaye de conquérir la péninsule depuis 1494? Allez, assez traîné, on y va. Coup de canon, chef-d'œuvre de la Renaissance et maladie vénérienne, c'est le programme de la nouvelle série du Moyen-Âge dans tes oreilles. C'est parti pour Rêve d'Italie. Dans cet épisode. Et si je vous disais qu'au XVe siècle, les Suisses étaient redoutés dans l'Europe entière? Ce sont de méchants rustres qui n'ont ni vertu ni sang noble. La fameuse tactique suisse est désormais obsolète. Vous écoutez Rêve d'Italie, épisode 12, les cantons suisses, rois des champs de bataille. Les Suisses. Vous avez sans doute déjà entendu parler des Suisses pendant les guerres d'Italie, sans trop savoir ce que ces braves montagnards venaient faire là-dedans. C'est vrai que quand on pense à la Suisse, on a plutôt en tête le chocolat, les horloges, des coffres de banque remplis d'or ou les vidéos de David Castello-Lopez. Je suis suisse, suis-je sexy? Oui, mais surtout gentil. Oh non. Suisse? Et si je vous disais qu'à la fin du XVe siècle, les Suisses étaient redoutés dans toute l'Europe et considérés comme les meilleurs guerriers qui soient sur le continent? Est-ce que vous me croyez? Et si je vous dis maintenant qu'on les prenait pour des brutes sanguinaires, toujours prêtes à se ruer sur l'ennemi? Et oui, il fut un temps où les Suisses n'étaient pas neutres du tout, et on va voir ça tout de suite. Alors déjà, la Suisse, c'est quoi au Moyen-Âge? Eh bien, c'est une confédération de cantons, c'est-à-dire un ensemble de communautés, certaines rurales, d'autres urbaines, qui ont fait alliance via un pacte pour se défendre collectivement contre leurs ennemis. Et oui, les Suisses ont des ennemis, et même plutôt des poids lourds, les Habsbourg, ducs d'Autriche, depuis le XIIIe siècle. En 1339, ils sont même devenus célèbres dans l'Europe entière en infligeant une cuisante défaite à Léopold III de Habsbourg, et tellement cuisante que il est mort. Cette confédération s'est petit à petit étendue et à la fin du XVe siècle, elle est constituée de 11 cantons. Et l'activité principale de ces 11 cantons, c'est de vendre leurs mercenaires aux plus offrants, parce que les souverains européens s'arrachent ces guerriers des montagnes. Il faut dire que les Suisses ne font pas dans la dentelle. Le règlement militaire de Lucerne, en 1499, interdit par exemple de faire des prisonniers, tandis que celui de Zurich, en 1444, interdit aux guerriers de découper le cadavre des ennemis pour en extraire le cœur. D'ailleurs, l'empereur Maximilien dit même d'eux: « Ce sont de méchants rustres qui n'ont ni vertu, ni sang noble, ni modération, mais chez lesquels on ne trouve que débauche, mauvaise foi, haine de la nation allemande et mépris de toute autorité naturelle et légitime. » Et c'est vrai que leur modèle est assez original. Ils n'ont pas de chef suprême, mais ils s'organisent en bandes cantonales, recrutées par un service militaire qui va jusqu'à 60 ans. Chaque canton est libre de servir qui il veut. Mais surtout, ce que recherchent les employeurs de ces féroces mercenaires, c'est leur fameuse technique de combat. Regroupés par milliers, les Suisses forment un gigantesque hérisson de longues piques qui peuvent aller jusqu'à 5 mètres. Au centre se trouvent des guerriers armés de hallebardes, c'est-à-dire de grandes haches au bout d'un long manche, ou de grandes épées qu'on appelle des flamboyantes. La tactique est ultra simple, mais terriblement efficace. Les piquiers enfoncent les lignes ennemies et brisent les charges de cavalerie, avant de laisser les hallebardiers rentrer dans la mêlée et tuer tous ceux qui restent. Si vous ajoutez à cela la multitude de drapeaux colorés frappés d'ours ou de taureaux et le vacarme assourdissant des cris de guerre, des tambours et des cors, vous ne faites pas les malins quand votre chef vous demande de charger contre les Suisses. En 1494, Charles VIII recrute d'ailleurs des milliers de mercenaires suisses pour sa campagne d'Italie, et le roi d'ailleurs n'est pas déçu. À Rapallo et à Fornovo, les piquiers suisses font merveille. Et là, les cantons commencent à se dire « Mais l'Italie est complètement désunie, c'est peut-être le moment d'aller mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. » Et oui, au tournant du XVIe siècle, les Suisses vont commencer à jouer un rôle en tant que puissance politique.
En 1499, Louis XII signe un contrat d'exclusivité avec les cantons suisses pour 10 ans et les engage massivement pour ses guerres dans la péninsule italienne. Encore une fois, les Suisses ne font pas défaut et enfoncent les rangs vénitiens lors de la grande victoire d'Agnadello en 1509. Mais arrivés au terme de ces 10 ans d'exclusivité, les Suisses ne souhaitent plus s'associer au roi de France. Ils lui reprochent de ne pas leur avoir payé des arriérés de soldes monumentaux qui datent de l'époque de Charles VIII, et surtout, ils lorgnent sur 2 villes du duché de Milan, Lugano et Locarno. Désormais, certains cantons deviennent ouvertement anti-français et vont même participer à la Sainte Ligue contre Louis XII. Et d'ailleurs, ça se passe plutôt bien pour eux à ce moment-là. Après le départ des Français du duché de Milan, un petit peu poussé vers la sortie, c'est vrai, ils arrivent même à placer sur le trône ducal leur favori, Massimiliano Sforza. Le Milanais devient donc carrément un protectorat suisse, rien que ça. Louis XII n'est évidemment pas très content et débarque en Italie avec une puissante armée pour contester le titre ducal. Pas de bol pour lui, c'est la déroute complète à la bataille de Novare en 1512, où les Suisses s'imposent sans compromis. C'est l'apogée de la puissance militaire des cantons qui dominent l'Italie du Nord et qui sont sur tous les champs de bataille. Mais vous le savez bien, quand on dit apogée, ça veut dire logiquement que la situation va se dégrader. Et effectivement, l'heure de gloire des Suisses est désormais derrière eux. Ils se retrouvent peu à peu isolés diplomatiquement avec le rapprochement entre Louis XII et Venise d'une part et la politique de conciliation du nouveau pape Léon X d'autre part. C'est la bataille de Marignan le 13 septembre 1515 qui va siffler la fin de la partie pour nos braves montagnards. L'affrontement est une véritable boucherie. À la Bicoque en 1522 puis à Pavie en 1525, c'est la même histoire. Les mercenaires suisses se font rouler dessus par les armées impériales et repartent la pique entre les jambes. La vérité, c'est que la fameuse tactique suisse est désormais obsolète. La guerre a évolué et la victoire dépend maintenant de la bonne coordination entre la puissante artillerie de campagne, l'infanterie des piquiers et la cavalerie. La puissance de feu, la profondeur et la mobilité sont les nouvelles notions clés des champs de bataille européens. Et sur ce plan, les Suisses se sont fait dépasser tout simplement. Les mercenaires allemands, qu'on appelle les lansquenets, ont développé l'usage de l'arquebuse qui renforce considérablement leur infanterie de piquiers. Les guerriers des cantons, eux, n'ont ni cavalerie ni artillerie et à peine quelques arquebusiers. Ce sont des armes chères, très chères même, et seuls de puissants États centralisés peuvent se permettre d'attirer les meilleurs spécialistes pour les fabriquer et entraîner leurs soldats. En ce milieu de XVIe siècle, la puissance militaire des guerriers suisses, redoutée dans l'Europe entière, appartient désormais au passé. La France va continuer de les employer, mais ils ne brillent plus aussi fort qu'auparavant dans les affrontements sur le terrain. Pour les cantons, désormais, c'est le commerce qui va devenir l'activité principale. Leur mainmise sur le col du Gothard, grâce à leur conquête du début du XVIe siècle en Italie du Nord, va ouvrir pour ce peuple de montagnards un avenir incroyablement prospère. Malgré cette déchéance militaire, les Suisses constituent dans l'imaginaire de la Renaissance l'image même de la vertu militaire et du courage, comme le souligne Machiavel en 1519 dans son ouvrage « L'art de la guerre », quelques années après leur défaite à Marignan. Que les Suisses nous servent d'exemple. Jamais ils ne refusent le combat par crainte de l'artillerie et ils punissent de mort quiconque a osé, parce que motif, sortir des rangs et donner quelques signes de frayeur. Belle postérité pour ces guerriers qui, pendant un siècle, ont dominé les champs de bataille européens.